Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la théorie du patrimoine. Alors, avant de s'intéresser à la théorie du patrimoine en tant que telle, il faut d'abord savoir ce qu'est un patrimoine. Et donc, on va commencer par définir la notion de patrimoine. Alors, dans le langage courant, le patrimoine désigne l'ensemble des biens qui appartiennent à une personne. On parle par exemple de patrimoine immobilier. Mais en droit, la notion de patrimoine a un sens différent. En droit, le patrimoine, c'est l'ensemble des rapports de droit susceptibles d'être évalués en argent et dans lesquels une personne est engagée soit positivement, soit négativement. Et donc ainsi, en droit, le patrimoine ne désigne pas uniquement des biens ou des droits. Il comprend également des dettes, puisqu'effectivement, les rapports de droit susceptibles d'être évalués en argent et dans lesquels une personne est engagée positivement, ça correspond aux biens ou aux droits qui ont effectivement une valeur économique positive pour la personne. Mais il y a également dans le patrimoine des rapports de droit susceptibles d'être évalués en argent et dans lesquels la personne est engagée négativement. Et donc ça correspond aux dettes qui ont effectivement une valeur économique négative pour la personne. Et on parle d'actifs et de passifs. L'actif, ça correspond aux biens ou aux droits compris dans le patrimoine, et le passif, ça correspond aux dettes. Et donc, retenez bien que, en droit, le patrimoine comprend des biens et des droits, mais également des dettes, comprend un actif, mais également un passif. Et cette notion de patrimoine, elle a été particulièrement analysée par deux auteurs, Aubry et Rowe, qui sont à l'origine de la théorie du patrimoine. Et selon la théorie du patrimoine de Aubry et Rowe, le patrimoine, c'est d'abord une universalité de droit, et ensuite une émanation de la personnalité. Commençons par analyser le patrimoine comme universalité de droit. Qu'est-ce que ça signifie que le patrimoine est une universalité de droit? Alors, comme je vous l'ai dit, le patrimoine, c'est un ensemble de droits et d'obligations rattachés à une personne. Le patrimoine, il comprend un actif, c'est-à-dire les biens ou les droits, autrement dit, l'ensemble des rapports de droit qui ont une valeur économique positive pour la personne, et également un passif qui correspond aux dettes, autrement dit, l'ensemble des rapports de droit qui ont une valeur économique négative pour la personne. Le patrimoine, c'est donc un tout. Il rassemble tous les rapports juridiques susceptibles d'être évalués en argent et dans lesquels une personne peut être engagée. Et en ce qu'il constitue un ensemble de droits et de dettes, le patrimoine est donc une universalité de droit et non une universalité de fait. Puisqu'en effet, une universalité de droit est précisément un ensemble de droits et d'obligations, tandis qu'une universalité de fait ne comprend pas de dettes. Une universalité de fait ne comprend que des droits ou des choses. Il n'y a pas de passif correspondant. Par exemple, un fonds de commerce. Et le fait que le patrimoine soit une universalité de droit, ça emporte des conséquences. Ainsi, très important, l'actif répond du passif. C'est-à-dire que les biens ou droits compris dans le patrimoine viennent compenser les dettes. Donc concrètement, si une personne a des dettes, elle pourra être contrainte de payer ses dettes avec ses biens ou droits compris dans son patrimoine. Voilà donc pour le patrimoine comme universalité de droit. Voyons maintenant le patrimoine comme émanation de la personnalité. Puisqu'effectivement, selon la théorie du patrimoine, en plus d'être une universalité de droit, le patrimoine, c'est également et surtout une émanation de la personnalité. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie d'abord que toute personne a un patrimoine. Retenez bien, toute
personne a nécessairement un patrimoine. Même si le patrimoine de la personne est vide, ou que le passif est supérieur à l'actif, le patrimoine existe tout de même. Donc toute personne a nécessairement un patrimoine. Ensuite, deuxième implication, c'est que toute personne n'a qu'un patrimoine. C'est ce qu'on appelle le principe d'unicité du patrimoine. L'unicité du patrimoine, ça signifie qu'il n'est en principe pas possible de diviser ou de segmenter son patrimoine. Une personne ne peut pas en principe avoir deux patrimoines. Même si on verra dans la suite de cette vidéo que ce principe est aujourd'hui remis en cause. Mais à ce stade, retenez bien que toute personne n'a qu'un patrimoine, principe d'unicité du patrimoine. Ensuite, tout patrimoine implique qu'une personne en est titulaire. Un patrimoine est en effet forcément lié à une personne. Concrètement, une chose ne peut pas avoir un patrimoine. Donc tout patrimoine a nécessairement à sa tête une personne. Et puis enfin, tant que la personnalité juridique demeure, le patrimoine ne peut être transmis, puisque le patrimoine est effectivement étroitement attaché à la personnalité juridique, et c'est pourquoi une personne ne peut, de son vivant, céder ou transmettre son patrimoine. Voilà, maintenant il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe différentes limites à la théorie du patrimoine. Et on va maintenant s'intéresser à ces différentes limites. Mais juste avant, n'oubliez pas que si vous voulez réviser efficacement la matière introduction au droit, je propose justement un pack de fiches de révision en introduction au droit, qui est un pack qui comprend 20 fiches de révision, claires et synthétiques, qui résument parfaitement la matière introduction au droit. Ce pack de fiches, il vous permettra donc de réviser efficacement cette matière, il vous permettra également de mieux comprendre cette matière, et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Donc ceci étant dit, on reprend avec les limites de la théorie du patrimoine, puisque la théorie classique du patrimoine envisagée par Aubry-Hérault, elle est progressivement apparue obsolète, en particulier en ce qui concerne la vie des affaires. Et en particulier, le principe d'unicité du patrimoine oblige en effet la personne qui se lance dans les affaires à répondre de ses éventuelles dettes professionnelles sur son patrimoine personnel, ce qui peut constituer un frein pour un certain nombre d'acteurs qui veulent se lancer dans les affaires. Et c'est pourquoi il est apparu essentiel d'apporter des limites à ce principe d'unicité du patrimoine. Et d'abord, la théorie du patrimoine, elle a été entamée par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Cette loi, elle avait en effet consacré l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel à l'égard de ses créanciers professionnels. Ainsi, la résidence principale de l'entrepreneur échappait au paiement des éventuelles dettes professionnelles. Donc concrètement, l'entrepreneur n'avait toujours qu'un seul patrimoine, mais ce dernier faisait l'objet d'une division avec la résidence principale qui ne pouvait pas servir à payer les dettes professionnelles. Il s'agissait donc d'un assouplissement au principe d'unicité du patrimoine. Mais suite à cette loi de 2015, on a ensuite eu la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante qui est allée encore plus loin en créant le statut d'entrepreneur individuel qui s'applique à toute personne physique qui exerce en son nom propre une activité professionnelle indépendante. Donc aujourd'hui, toute personne physique qui exerce en son nom propre une activité professionnelle indépendante se voit appliquer le statut d'entrepreneur individuel. Et en application de ce statut, tout entrepreneur individuel est automatiquement doté de deux patrimoines.
un patrimoine professionnel composé de tous les éléments utiles à son activité professionnelle, et un patrimoine personnel, composé des autres éléments. Et donc, les créanciers professionnels de l'entrepreneur ont en principe pour seul gage son patrimoine professionnel. Et ces créanciers personnels ont pour seul gage son patrimoine personnel. Et donc finalement, cette loi du 14 février 2022, elle rend le patrimoine personnel par défaut insaisissable par les créanciers professionnels, alors qu'auparavant, seule la résidence principale était protégée. Et donc ici, la théorie du patrimoine est vraiment bien entamée, puisqu'une même personne se trouve à la tête de deux patrimoines. Il s'agit de la plus importante limite à la théorie du patrimoine et d'une rupture franche avec le principe d'unicité du patrimoine. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à vraiment bien comprendre cette théorie du patrimoine. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.